Bonjour à toutes et bonjour à tous, merci de nous retrouver ici même en direct sur les réseaux, en direct du Salon international de l'agriculture édition 2025. Nous allons parler de la RSE. Comment la RSE va-t-elle influencer dans les mois et années à venir la stratégie de l'offre agricole et alimentaire en grande distribution? Pour répondre à ces questions, eh bien, nous avons autour de la table multiples intervenants. Bien sûr, Nathalie Kerwas, qui est présidente de Bleu Blanc Cœur. On va me changer le micro, bien sûr, puisque mon micro n'a plus de pile, mais bon, ça peut arriver, c'est du direct, qu'est-ce que vous voulez. Et nous serons avec, autour de cette table également, monsieur Yu Inu, qui est responsable de Tertea, hein, c'est bien ça. Nous aurons également Nathalie Julia pour le groupe Eurial Agrial, Isabelle Senant pour le groupe FCD, Mathieu Tranchant pour le groupe Auchan. Pour Crédit Mutuel, nous aurons Marie-Sophie Guillois. Et en cours de route, eh bien, nous aurons la présence de monsieur Bertrand Zwiderski pour le groupe Carrefour. On va d'ores et déjà passer la parole à Jérôme Iouinou. Est-ce que vous pouvez d'ores et déjà nous décrire ce qu'est la RSE et en quoi cette thématique devient structurante et importante pour les entreprises et acteurs de l'agroalimentaire aujourd'hui? Merci beaucoup, bonjour à tous. Eh bien, la RSE, c'est la responsabilité sociétale des entreprises et qui consiste à intégrer les notions environnementales, économiques et sociales dans les activités de l'entreprise tout en prenant en compte les parties prenantes, c'est-à-dire les collaborateurs, les fournisseurs, les clients et les partenaires externes de l'entreprise. Alors, en quoi ça a une influence sur l'activité des entreprises? Aujourd'hui, il y a plusieurs leviers. Il y a déjà la partie réglementaire qui demande aux entreprises de faire beaucoup de choses aujourd'hui pour les installations classées, la déclaration carbone, la CSRD qui vient d'intégrer aujourd'hui la nouvelle réglementation. Et donc, ça incite les entreprises à se mettre en mouvement. Et donc, adopter une démarche RSE construite permet aujourd'hui d'alimenter cette façon de valoriser le travail des entreprises et donc d'être structurant face à la demande des clients de plus en plus importante, et notamment des clients directs, les consommateurs, mais aussi des clients intermédiaires, comme la grande distribution par exemple. Merci beaucoup Jérôme. Excusez-nous pour le petit problème technique du début, mais bon, ça peut arriver. On va passer la parole à Isabelle Senant pour FCD. Isabelle, est-ce que vous pouvez nous dresser un tableau des priorités actuelles des enseignes en matière de RSE et quels sont les grands axes stratégiques qui sont privilégiés pour répondre aux attentes des consommateurs? C'est une question extrêmement vaste. Hein. Je ne pense pas avoir le temps pour répondre dans les détails. Bien sûr. Juste une petite information. La FCD, c'est une fédération, c'est la Fédération du commerce et la distribution qui représente entre autres les acteurs majeurs de la grande distribution alimentaire, parmi lesquels Auchan et puis Carrefour, etc. Donc, synthétiser ce qu'est la RSE pour la grande distribution, c'est quelque chose de quasiment infaisable. Hein. Est-ce que vous pouvez bien poser le micro sur votre bouche? On ne dispose pas des outils qui permettent de quantifier ce qu'est la RSE, les améliorations en termes de RSE. Néanmoins, à la FCD, nous avons depuis 2013 un observatoire de la distribution responsable qui est réalisé tous les 2 ans avec les SEC. Donc, qui nous permet, on a la rétrospective maintenant de 2013 à 2023. Le prochain observatoire va être publié au printemps prochain, qui nous permet de quantifier un petit peu ce qui s'est passé sur 10 ans. Donc, en 10 ans, les enseignes ont diminué de 30% leur consommation d'énergie. Elles ont baissé de 60% leurs émissions de gaz à effet de serre. Là, je parle des scopes 1 et 2. Et baissé également le gaspillage alimentaire de 20%. Donc, c'est assez remarquable. Ça va se poursuivre dans le temps, bien évidemment, mais ça va nécessiter aussi beaucoup d'investissements pour la grande distribution alimentaire et l'ensemble de la filière. Donc c'est là que les choses commencent à devenir un petit peu plus complexes en fait, hein, sur des secteurs qui margent très très peu, entre 1 et 3% de chiffre d'affaires pour la marge nette. Il va falloir remettre entre 0,5 et 0,6% de plus uniquement pour la transition agroécologique. Là, ce sont des chiffres qui ont été publiés il y a 2 ans par Eurocommerce, notre fédération européenne, avec McKinsey. Donc il faut garder en tête cet aspect investissement. Et puis dernière étape, après je cède la parole, l'aspect prix. Parce qu'au final, c'est le consommateur qui est le dernier maillon de la chaîne. Et
tout va aussi dépendre de son consentement à payer. Et on a vu que en période de crise inflationniste, ça peut devenir assez compliqué. Merci Isabelle, tu parles de consentement à payer et aussi de réglementaire. Alors est-ce que cette transition va se faire parce qu'elle est obligée ou comment on va la gérer? Parce qu'effectivement, il y a un investissement à gérer. Mais s'il n'y a pas de consentement à payer et une obligation, comment vous gérez ça ou comment vous envisagez de gérer ça? Là, ça devient un petit peu plus difficile. Alors, je pense qu'il y a deux aspects. Il y a l'aspect purement enseigne, entreprise, parce que c'est aussi une question de concurrence. Hein. Enfin, toute la dimension RSE participe aussi de la concurrence entre enseignes, mais c'est une concurrence qui, là, pour le coup, est une concurrence saine, qui va entrer une nouvelle dynamique très intéressante. Concernant l'aspect réglementaire, on est quand même pas mal réglementé en France. Hein. Il y a énormément de règlements, de lois, etc., qui concernent la filière alimentaire dans son ensemble. Donc on pense que ce n'est pas la voie nécessaire pour réussir à faire cette transition alimentaire. Il y a beaucoup de pédagogie à avoir. Et puis il y a une nécessité qui, je pense, est en train de monter aussi en puissance au sein de la société, au niveau des entreprises et puis au niveau du consommateur in fine. Merci beaucoup. Tu as parlé de scope 1 et scope 2. Nathalie, on te passe le micro, mais effectivement, ce qui pèse lourd dans le bilan environnemental des distributeurs, notamment, c'est le poids de la production. Est-ce que tu peux nous dire, au sein de Agrial et de la coopérative, comment vous engagez cette transition en y emmenant les agriculteurs ? Alors effectivement, quand on regarde l'empreinte carbone de la grande distribution, 80-90% est lié à la production des produits, et notamment la production agricole. Donc nous, en tant que coopérative Agrial, on a 12 000 agriculteurs adhérents, dont 3 800 éleveurs laitiers. Et notre enjeu, c'est de les accompagner pour réduire leur empreinte carbone. Et c'est là, ça devient beaucoup plus compliqué, parce qu'on va parler de changement de pratique, on va parler d'agroécologie, on va parler de prendre des risques, parce que changer de pratique, ça peut vouloir dire aussi perdre un peu de revenus, de production, de productivité. Donc il y a un gros travail de pédagogie à faire pour comprendre les enjeux, pour aussi comprendre ce qu'est l'agroécologie et quelles sont ces nouvelles pratiques qui peuvent aider à réduire les impacts environnementaux. Donc on a beaucoup formé nos éleveurs, nos élus de la coopérative, nos équipes. On a également une commission de développement durable au sein de la coopérative qui participe à l'élaboration des feuilles de route et des plans d'action. On a été la première coopérative certifiée SBTi en 2022. Donc on s'est engagé à réduire de 35% nos gaz à effet de serre. Et puis on lance cette année un programme qui s'appelle Nos chemins d'avenir, puisque l'enjeu c'est la pérennité de l'agriculture et la pérennité de l'élevage laitier. Parce que s'il n'y a plus d'agriculteurs et s'il n'y a plus d'éleveurs chez nous dans les prochaines années, on va créer plein d'autres problèmes, notamment au niveau du dérèglement climatique et de l'alimentation durable. Donc ce programme Nos chemins d'avenir vise à faire un diagnostic ferme par ferme pour comprendre les enjeux de chaque ferme, son bilan carbone. Une prime de performance en fonction des performances environnementales, il y a un impact sur le prix payé à l'agriculteur. Un accompagnement individuel et collectif pour aider les agriculteurs à changer leurs pratiques. Et puis des agrofournitures, des équipements, des projets individuels qui sont soutenus par un système de financement. Donc pour nous, on est en chemin, mais c'est important aussi que l'ensemble de la chaîne de valeur, et notamment la distribution, comprennent que l'enjeu il est commun, parce qu'il s'agit de préserver le bien commun, l'agriculture, l'alimentation durable, et de travailler ensemble de la ferme jusqu'au magasin. Merci beaucoup Nathalie pour toutes ces informations. Jérôme, on va vous demander de vous décaler vers Nathalie puisque nous avons ici même Bertrand Zwiderski pour Carrefour qui vient de nous rejoindre. Alors vous le savez, on est en direct du Salon de l'Agriculture et forcément, j'ai comme l'impression que vous avez couru pour venir nous rejoindre, Bertrand, ça va ? Et il pleut, je confirme, il pleut. Oui, bon d'accord, il pleut. Profitez-en pour vous détendre un petit peu, hein, ça va aller quand même. Besoin d'un verre d'eau, n'hésitez pas à le demander. Carrefour a une forte tradition d'innovation en matière de RSE pour le coup. Comment le groupe justement intègre-t-il la notion de compatibilité des impacts, de comptabilité des impacts, qu'il s'agisse de l'environnement ou sociétal, dans ses choix stratégiques et opérationnels ? D'abord, ce que je voudrais dire, c'est que la démarche Bleu Blanc Cœur, elle a son sens à plusieurs niveaux. Pour la RSE du groupe Carrefour. D'abord, il y a un niveau nutritionnel depuis longtemps, depuis très longtemps, et je pense que Carrefour a été un des acteurs moteurs dans ce domaine. Après, il y a un atout qui est apparu peut-être un peu plus... le dernier atout, c'est l'aspect climatique.
Hein, c'est l'enjeu climatique du scope 3, je pense que vous en avez déjà parlé. Hein, et en fait, quand on ajoute en même temps la lutte contre la déforestation, on a quelque chose qui donne du sens, qui donne beaucoup de sens. Et on a décidé cette année d'intégrer la certification bleu blanc cœur des produits, en France, mais pourquoi pas aussi en Europe, dans ce qu'on appelle un indicateur qu'on appelle les produits certifiés durables. C'est-à-dire que c'est une gamme de produits que l'on veut pousser en magasin. Et grâce à ce type de mesure, eh ben en fait, tous les acheteurs, toutes les équipes sont challengés sur cette mesure-là et sont amenés à augmenter les volumes. Donc en fait, c'est gagnant-gagnant, entre guillemets. Pour un directeur RSE, c'est un indicateur qui va aller en augmentant. Et puis pour la planète et pour l'aspect nutritionnel, ben, c'est plus de bleu blanc cœur sur le marché. Et puis globalement, en fait, tout le monde y gagne. Et l'acheteur, lui, il a un produit différenciant sur le marché. Donc globalement, c'est une démarche qui donne tout son sens. Et le label aussi. Merci beaucoup. Jérôme, est-ce que pour vous, la démarche bleu blanc cœur peut être perçue comme un outil RSE justement pour les entreprises agricoles et alimentaires? Alors oui, oui, certainement. Alors moi, je prends toujours l'exemple j'ai l'occasion d'intervenir auprès d'étudiants sur cette démarche-là, donc sur l'initiation à de la CV, donc l'analyse de cycle de vie ou de l'éco-conception. Et du coup, je prends toujours comme exemple la démarche bleu blanc cœur, qui est une démarche intégrée d'éco-conception de système quelque part, où on part de la production agricole à l'alimentation des animaux, une alimentation saine, et derrière on va améliorer à la fois la santé des hommes et la santé de la planète en ayant des actions sur l'environnement. Et du coup, j'aime bien prendre cet exemple-là auprès des étudiants, parce que ça montre comment une démarche de long terme, parce que c'est quand même très long. Hein. Nathalie, on se connaît depuis un moment et ça fait un moment que tu travailles là-dessus. Et donc, comment on peut construire toute une évolution d'un système agroalimentaire pour pouvoir améliorer les ressources, la planète et la santé des hommes. Merci, c'est vrai que c'est des engagements de long terme. Mathieu, on te passe le micro. Le groupe Auchan développe aussi des gammes et des produits bleu blanc cœur. Comment ça s'intègre dans votre réflexion RSE globale enseigne? Merci pour l'invitation. Déjà, nous, on est adhérents à Bleu Blanc Cœur depuis un an. On a signé il y a un an jour pour jour sur le salon de l'agriculture. Les objectifs Bleu Blanc Cœur, ils s'intègrent totalement dans nos politiques RSE. La première, c'est notre politique de bien-être animal, qui inclut notre politique d'alimentation animale, où on souhaite avoir un impact soja qui soit plus faible, et notamment le soja d'importation. Hein, dans la zone du Cerrado, on a signé le manifeste soja l'année dernière. Le deuxième, et Bertrand en parlait, c'est notre plan climat aussi à nous. Hein. Aujourd'hui, on a une grande ambition sur la décarbonation, hein, sur le scope 3, à moins 25% de décarbonation d'ici 2030. Et donc, Bleu Blanc Cœur intègre totalement nos politiques RSE, et donc c'était tout naturel qu'on commence à adhérer et qu'on commence à avoir des produits. On a quelques produits depuis cette année qui sont labellisés Bleu Blanc Cœur, et on engage là depuis un an nos partenaires à venir intégrer le label Bleu Blanc Cœur. Voilà. Est-ce que vous pourriez nous définir ce que sont le scope 1, scope 2, scope 3 ? Le scope 1, c'est toute la partie magasin, tout ce qui est décarbonation au niveau des magasins. Le scope 2, j'ai un trou, le scope, tout ce qui est magasin réfrigérant. Et la partie scope 3, c'est ce qui nous incombe le plus, c'est toute la partie amont, toute la partie élevage, sur lequel on est des gros pourvoyeurs, quoi. C'est vrai que c'est intéressant parce qu'on est au salon de l'agriculture, donc la partie amont et élevage, Nathalie en a parlé, mais c'est le gros contributeur de votre empreinte environnementale. Et on a besoin, tu as parlé de déforestation, c'est vrai que dans le cadre de la filière bleu blanc cœur, on a aussi des enjeux sur la lutte contre la déforestation importée, la relocalisation de légumineuses sur le territoire français. Ça fait partie des stratégies qu'il faut qu'on pousse vers les agriculteurs, alors qu'on fait au travers de Bleu Blanc Cœur, mais plus largement. Exactement, Bleu Blanc Cœur fait d'une partie de notre stratégie, mais aujourd'hui, on intègre aussi un travail sur la relocalisation de protéines dans les Hauts-de-France, notamment des protéines comme la luzerne, le pois, les févroles, pour essayer de se substituer au maximum. On sait que le soja, c'est une part importante dans l'alimentation animale, et essayer de substituer ce soja, notamment d'importation, dans des zones où on sait critiques, hein, notamment la zone du Cerrado où on déforeste et on brûle l'Amazonie pour replanter du soja. On essaye en tout cas de trouver des alternatives durables et écologiques et environnementales sur ces sujets.
Merci. Marie-Sophie Guillois pour le Crédit Mutuel. Crédit Mutuel accompagne de nombreux acteurs dans leur transition durable. Quelles sont justement les grandes lignes de la stratégie RSE du Crédit Mutuel et quel type d'incitation et de soutien financier mettez-vous en place pour promouvoir des démarches comme Bleu Blanc Cœur et encourager la transformation des modèles économiques agricoles? Oui, bonjour. Au Crédit Mutuel, nous avons mis en place des politiques sectorielles qui viennent impacter en fait nos entreprises clientes qui appartiennent aux secteurs notamment les plus émissifs, dont l'agriculture fait partie. Donc nous avons une politique sectorielle sur le secteur de l'agriculture, dont l'objectif va être principalement d'aider nos chargés d'affaires à s'intéresser aux pratiques de leurs clients agriculteurs. L'idée, c'est absolument pas excluant, mais plutôt d'accompagner tout le monde, de ne laisser personne sur le côté. Mais pour cela, on a besoin vraiment de caractériser nos exploitations clientes et donc d'en savoir plus sur leurs pratiques d'une manière générale. Du point de vue des incitations et des soutiens financiers, nous avons mis en place un prêt transition qui permet d'accompagner les projets en lien avec la transition agroécologique tout en octroyant un taux préférentiel. Nous octroyons également des subventions pour les exploitants qui se convertissent au bio ou au label HVE. Et puis, lorsqu'il était en place, nous avons également apporté une subvention au bon diagnostic carbone qui avait été mis en place par le gouvernement. Nous menons également en parallèle des travaux pour encore plus aller plus loin vraiment dans la connaissance ESG de nos clients, notamment sur c'est juste pour nos auditeurs. Oui, pour l'ESG, donc sur les volets environnemental, social et de gouvernance. Et pour ça, donc on a besoin d'acquérir plus de données, d'aller plus loin vraiment dans la connaissance de nos clients. Donc on mène notamment des travaux avec Bleu Blanc Cœur. Nathalie est bien au courant. Voilà, donc ce que je peux dire, c'est que d'une manière générale, on cherche vraiment à analyser de façon plus fine la stratégie et l'engagement de nos clients agriculteurs sur le plan environnemental, dans l'idée vraiment de les accompagner dans leur transformation et dans leur transition. Est-ce que tu peux nous en dire plus un petit peu sur le pourquoi de la rencontre avec Bleu Blanc Cœur et puis au final nous expliquer aussi, j'ai l'impression que vous êtes un partenaire de la grande distribution pour accompagner la transition des systèmes agricoles. Oui, alors on cherche aujourd'hui à calculer de façon plus fine les émissions de nos financements liés à nos clients agriculteurs. Donc pour ça, on s'est intéressé à la base de données Agribalise, qui est une base de données donc, qui concerne le secteur agricole et agroalimentaire. Et il se trouve que Bleu Blanc Cœur est justement inscrit dans cette base de données, en tout cas des données qui sont présentes. Donc l'idée pour nous, ce serait de réussir à mieux caractériser nos exploitations clients lorsqu'ils sont inscrits dans la démarche Bleu Blanc Cœur, afin de mettre en valeur, en fin de compte, cet engagement-là au travers de l'empreinte carbone du financement qui nous incombe. Donc voilà, c'est vraiment des travaux qui sont en cours. Et sur le volet de la grande distribution et même des coopératives, on cherche vraiment à travailler plus en transversal, mais ça c'est vraiment des travaux qui sont en cours, afin d'intégrer à la fois les problématiques des coopératives de la grande distribution, qui sont finalement aussi les mêmes que nous, et de travailler de façon beaucoup plus transversale finalement. Merci beaucoup. Nathalie, on va vous demander la parole concernant cette question. Quelles sont les opportunités que vous identifiez pour amplifier l'impact des démarches RSE au sein de vos activités ? Alors la première opportunité, je pense que c'est ce qu'on vit aujourd'hui, c'est une opportunité. C'est-à-dire de réunir l'ensemble des acteurs pour parler des enjeux de transition. Parce que le problème de la transition et la décarbonation, ce n'est pas que le sujet des banques, ni que le sujet des distributeurs, et encore moins que le sujet des agriculteurs. Donc la première opportunité, c'est travailler ensemble, créer des nouvelles collaborations, créer des nouvelles façons de financer la transition, et notamment par rapport aux agriculteurs. Et puis, face aux consommateurs, c'est aussi créer de la valeur perçue, faire prendre conscience des impacts de la consommation. Donc BBC, pour le coup, est un label qui a à la fois un intérêt agronomique, environnemental et aussi pour la santé humaine. Donc c'est une bonne illustration. Mais je pense que l'opportunité, c'est ça, c'est d'inventer des nouvelles choses tous ensemble. Et comment Bleu Blanc Cœur peut s'inscrire justement dans la feuille de route ? Alors nous, concrètement, ça fait 20 ans qu'on a une filière Bleu Blanc Cœur chez Agrial. On a cette expérience où on voit le retour d'expérience des éleveurs Bleu Blanc Cœur qui sont nos éleveurs les plus bas carbone parce que leurs pratiques sont optimisées depuis des années. Donc on a beaucoup de choses à apprendre de la démarche Bleu Blanc Cœur pour la développer sur d'autres modèles ou d'autres fermes. Mais pour ça, on a besoin que toute la chaîne de valeur ait envie de s'engager dans cette démarche. Merci beaucoup.
On va parler de compteurs maintenant. Alors, que ce soit Mathieu, Nathalie ou Bertrand, tous les trois, vous êtes familiers des compteurs d'impact Bleu Blanc Cœur sur la triple dimension. Santé, climat et diversité végétale. En quoi les trajectoires climat RSE que vous avez définies pour vos entreprises en lien avec les accords de Paris peuvent s'appuyer sur les résultats chiffrés consolidés par Bleu Blanc Cœur? Vous pouvez commencer, Nathalie? Alors ça, c'est un vrai sujet. Vous avez parlé tout à l'heure d'agribalise. On est tous SBTI, on a tous du mal à mettre les chiffres bout à bout des empreintes carbone et on a tous besoin d'avoir nos propres chiffres. Donc Bleu Blanc Cœur traite la partie méthane. Donc effectivement, d'avoir l'empreinte méthane réelle des vaches ferme par ferme, ça permet de fiabiliser, en tout cas en ce qui concerne le lait, la moitié des impacts carbone. Donc c'est un vrai sujet de partage d'informations avec des données réelles et non pas moyennisées nationales. Mathieu? Pour Auchan, je ne parlais tout à l'heure, nos politiques RSE, bien sûr, on les pilote aussi par les indicateurs qui sont très ressemblants, des indicateurs de Bleu Blanc Cœur, notamment sur l'environnement ou sur la biodiversité. On est en train de faire ce qu'on appelle un bilan à la ferme. On a engagé plus de 1000 fermes pour faire un bilan de décarbonation. Aujourd'hui, on commence à avoir des résultats, notamment sur le port de nos villages, qui est avec le label Bleu Blanc Cœur, où on est 33% moins émetteur de CO2 par rapport à Agrobalise. Et donc, on voit des vrais résultats, et notamment sur nos produits qui sont estampillés Bleu Blanc Cœur. Tout à fait. Là, vous nous parlez essentiellement de carbone, mais en ce qui concerne la santé. Sur la santé, la vision d'Auchan, c'est bien manger et mieux vivre tout en préservant la planète. Donc bien sûr, l'aspect santé, j'en ai pas parlé, mais c'est un aspect qui est hyper important pour Auchan. Et notamment, on le retrouve, et c'est pour ça aussi qu'on est adhérent depuis un an au label Bleu Blanc Cœur, parce qu'on a cet aspect santé qui est important et qui répond aussi à nos valeurs, à nos politiques. Oui. Nathalie, vous vouliez rajouter quelque chose concernant la santé? Non? Bertrand, éventuellement? Non. Premier point très factuel, c'est vrai que quand on fait une analyse des émissions carbone d'un distributeur, on a bœuf. Et bœuf, c'est une ligne. On a œuf, c'est une ligne. Et si on a bœuf, Bleu Blanc Cœur, on a une ligne qui est différente avec une émission carbone moindre. Donc ça, c'est basique, c'est mathématique, mais ça permet de limiter les émissions carbone. Le deuxième point, santé, c'est parce que, en fait, nous, ce qui nous importe, c'est le client. Est-ce que le client va choisir le produit Bleu Blanc Cœur? Et il le choisit, s'il ne le choisit pas pour la déforestation, s'il ne le choisit pas pour d'autres aspects environnementaux, parce que ce n'est pas le critère de choix numéro 1. Le critère de choix numéro 1, c'est la santé. Donc la clé d'entrée santé de Bleu Blanc Cœur, elle est essentielle pour attirer un client qui a ça comme moteur d'achat. Et une fois qu'il est attiré, à nous de lui faire consommer des bons produits et à nous de réduire les impacts carbone. En fait, c'est assez mathématique. Tout à fait. Merci. On va passer à Isabelle. Isabelle, la grande distribution qui met de plus en plus en avant des labels et des certifications pour valoriser l'impact RSE. Qu'en est-il justement de la démarche à impact et à obligation de résultat de Bleu Blanc Cœur? Alors, concernant la démarche Bleu Blanc Cœur, j'ai mené ma petite enquête, n'étant pas une spécialiste de la RSE. Donc, j'ai vu que la marque, le label Bleu Blanc Cœur est référencé dans l'ensemble des circuits de distribution aujourd'hui de la grande distribution alimentaire. Donc, ça signifie que ça correspond à une demande consommateur in fine. Et c'est une bonne chose. Deuxième élément, la partie marque distributeur, qui, elle, correspond à une autre démarche du côté du distributeur, puisque c'est une marque propre qui est développée avec l'amont agricole, avec l'industriel. Donc j'ai vu également que c'est quelque chose qui est en train de se développer aujourd'hui de plus en plus. Donc cette dynamique me laisse penser que ça correspond aux attentes consommateurs actuelles. D'autant plus qu'on est sur un label qui est assez simple. Ça, c'est très important, la simplicité. Il faut que l'information arrive très facilement au niveau du consommateur. Il y a de la traçabilité et puis de la transparence. Ça, c'est vraiment les éléments clés pour la réussite d'un label avec une démarche RSE en grande distribution. Du point de vue financier, quels sont les changements anticipés par rapport aux attentes qui vont être dans les obligations nouvelles? Allez-y, Marie-Sophie. Oui, ce qu'on peut dire, c'est que la directive CSRD, donc Corporate Sustainability Reporting Directive, qui est la réglementation européenne en fait, qui vient cadrer
l'écriture des rapports extra-financiers des entreprises, eh bien, cette réglementation, elle va obliger un nombre croissant d'entreprises, d'abord les plus grandes, puis avec un élargissement progressif vers les moins grandes, à acquérir de la donnée ESG, donc sur les volets environnementaux, sociaux et de gouvernance, sur ses fournisseurs, notamment pour toutes les entreprises qui travaillent avec des fournisseurs agriculteurs. Donc ce qu'on peut dire, c'est que les coopératives et les entreprises de l'industrie agroalimentaire vont devoir là aussi récolter des informations sur les pratiques de leurs agriculteurs. À la fois donc toujours sur le volet environnemental, social et gouvernance, mais aussi évidemment calculer de façon plus fine l'empreinte carbone de ces agriculteurs. Ce qui implique donc de récolter de la donnée à la fois sur la production et sur les pratiques. Et nous-mêmes, en tant que banque, comme je le disais tout à l'heure, nous sommes impactés et nous travaillons donc actuellement à la collecte des données plus fines, notamment avec Bleu Blanc Cœur actuellement. Donc on peut aussi anticiper que cette réglementation va induire une évolution des pratiques, machinalement, à la demande des structures de l'aval agricole. On assiste d'ailleurs déjà à la mise en place des primes filières de la part des coopératives ou de contrats spécifiques. Et cela ce qu'on peut anticiper, c'est que ça va être amené à se développer encore. Et ce qu'on peut anticiper, c'est que la démarche Bleu Blanc Cœur sera certainement valorisée au travers de cette collecte de données, puisqu'elle peut intéresser les entreprises de l'aval agricole qui souhaitent intégrer et valoriser plus de pratiques agricoles vertueuses dont la démarche Bleu Blanc Cœur fait partie. Merci beaucoup Marie-Sophie. On va bientôt terminer cette table ronde. On va vous repasser la parole, Bertrand, et vous demander, en termes de transformation des filières, ça va passer par l'éducation et la formation des fournisseurs et des clients consommateurs et des fournisseurs. Quels sont les leviers que vous allez utiliser pour sensibiliser à des démarches durables et responsables comme Bleu Blanc Cœur, par exemple? Non, le levier numéro 1 majeur de transformation des filières, c'est le client. C'est la visibilité du label, sa reconnaissance et le fait que les distributeurs s'y mettent tous. Les distributeurs, les marques nationales, plus le label sera présent sur les produits, visible en magasin, plus ce sera un vecteur de différenciation pour le client. Alors pas pour les distributeurs par contre, puisque c'est le même label chez tous les distributeurs. Oui. Mais ça va différencier nos produits, mais ça va surtout attirer un client. Et c'est ça le levier de transformation. Si vous avez tout le monde qui est d'accord pour utiliser Bleu Blanc Cœur, c'est bien, mais si vous n'avez pas le client pour vous suivre, vous n'en faites rien. Et ça, c'est à mon avis la clé de ce que l'on a à construire. Et le levier qu'on a à utiliser, c'est la compétition positive. Ça veut dire qu'on a à jouer entre nous, entre distributeurs, avec les grandes marques, on a à jouer une compétition vers une consommation plus durable et se dire, bah, tiens, c'est moi qui en ai le plus, tiens, c'est toi qui en as le moins, etc. Et ça crée une émulation dans le secteur. Et cette émulation, si elle est suivie par le consommateur, c'est gagné. Et là, on aura transformé le marché. Et la deuxième chose que je voulais dire, c'est qu'un label comme Bleu Blanc Cœur, c'est aussi un terreau d'expérimentation. Par exemple, la lutte contre la déforestation, c'est un combat très ancien. Maintenant, c'est devenu une loi. C'est devenu une réglementation. Oui. En fait, il faut que le label Bleu Blanc Cœur, il reste bien sûr connu du grand public, mais il faut qu'il reste aussi un label d'expérimentation de ce que sera la consommation de demain. C'est important de se dire que, bien sûr que le client qui prend un produit Bleu Blanc Cœur, c'est un peu un pionnier. C'est pas un suiveur, c'est un pionnier. Il faut que ce pionnier-là, il arrive à emmener une consommation de masse vers une consommation plus durable. Oui, ça fait partie de la vision de l'impact que ça va avoir, justement, la RSE sur l'avenir de l'agriculture et de l'alimentation. D'ailleurs, est-ce que vous voulez terminer et faire un tour de table, à moins que tu veuilles rajouter quelque chose, Nathalie ? Je voulais juste valider ce que tu viens de dire, Bertrand, parce qu'effectivement, le terreau d'expérimentation, ça fait 25 ans qu'on est dans une démarche un peu intuitive. Et je voulais te rassurer, on est sur plein de sujets qu'il faut que dans 25 ans, je pense qu'on aura encore de quoi... ces filières agroécologiques, on est parti de la santé des animaux à la santé de l'homme. Maintenant, c'est le microbiote du sol qui va impacter la santé des plantes, la santé des graines. Donc, il y a plein d'enjeux, donc on va rester sur ce challenge d'être précurseur. Jérôme, concernant les impacts. Alors juste pour conclure, moi qui ai l'occasion d'accompagner pas mal de PME dans leur démarche RSE et carbone, en fait, les entreprises, les PME agroalimentaires, elles font déjà beaucoup de RSE sans vraiment le savoir au quotidien. Et l'idée d'une démarche RSE, c'est juste pour les aider à structurer ce qu'elles font déjà au quotidien et de les valoriser. Et tout simplement appliquer le bon sens paysan que beaucoup d'entreprises appliquent déjà et souhaitent mettre en avant. Bertrand, vous vouliez réagir à ça ou pas? Avant de passer la parole à Nathalie. Non, je suis désolé, je ne suis pas tout à fait d'accord.
une démarche RSE, c'est voir devant, voir loin, quoi. Se dire que c'est pas une PME peut avoir beaucoup de bon sens, etc. Mais se dire qu'elle va acheter un soja non déforesté, le transformer par des févroles et essayer de se dire que c'est vers ça qu'il faut aller, non, ça va pas être fait naturellement. Là, ça va coûter plus cher, c'est clair. Ensuite, ça va nécessiter beaucoup de travail. Et je pense qu'une démarche RSE, elle doit être visionnaire. Elle doit essayer de prendre des risques. Si on ne prend pas de risques en RSE, on ne change rien. On ne change rien du tout. Donc, je voulais juste... Ce que je voulais dire, c'est que les PME, en fait, elles en font déjà de la RSE, et ça, il faut les rassurer quand même par rapport à ça. Et effectivement, la RSE va leur permettre d'avoir une vision après et de prendre un coup d'avance par rapport à d'autres, éventuellement, et puis pouvoir intégrer les challenges de demain. Donc, on se rejoint, je pense, là-dessus. Merci beaucoup de nous apporter votre regard. C'est très intéressant. Nathalie? Alors moi, je suis assez d'accord que la RSE, c'est de l'innovation, qu'il faut regarder loin devant. Il faut surtout beaucoup de volonté pour casser les codes et créer des nouvelles connexions, des nouvelles façons de fonctionner. Et se dire que finalement, l'enjeu, c'est l'avenir et le bien commun. Pas juste nos petits sujets à court terme et nos façons de regarder le monde peut-être un petit peu plus individuelles. Donc voilà, pour moi, la RSE, c'est vraiment un sujet collectif de bien commun et d'avenir. Oui, tout à fait. Et l'avenir, justement, la communauté des enfants est née chez Bleu Blanc Cœur dimanche dernier. Donc, l'avenir est déjà là. Isabelle? De mon côté, la RSE, c'est surtout un destin partagé en fait par tous les maillons de la filière, de l'amont agricole jusqu'au consommateur. C'est totalement partagé, c'est collectif, hein, et on n'aura pas moyen d'avancer si l'ensemble des maillons n'avance pas de son côté ou ensemble. Mathieu? Pour moi, c'est l'amélioration de la résilience de nos systèmes agricoles, tout en plaçant au cœur, on l'a dit tout à l'heure, la santé, bien sûr, les hommes, mais aussi la planète. Et c'est de là où on sent que la collaboration, en tout cas entre Bleu Blanc Cœur et Auchan, a tout son sens, parce qu'on a la même vision, en tout cas, sur ce sujet-là. Et Marie-Sophie? Et pour moi, la RSE, c'est quelque chose qui fait évoluer l'ensemble de l'écosystème du monde agricole, à la fois de l'amont, l'aval, les financeurs, etc. À la fois sous un contexte réglementaire, mais aussi d'anticipation d'une réglementation à venir et d'engagement de cet écosystème. Et donc, moi, je pense que les démarches comme Bleu Blanc Cœur ont vraiment tout à gagner dans ce contexte. Et c'est comme ça que nous terminerons. Des démarches comme Bleu Blanc Cœur ont vraiment tout à gagner dans ce contexte. À bientôt pour une prochaine table ronde.